Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui nous allons parler du personnage sûrement le plus détesté de Naruto par les fans, mais pourtant qui est le développement le plus poussé de l'œuvre. Considéré comme inutile tout au long de la série, il faut avouer que les fans de l'œuvre font légèrement preuve de mauvaise foi vis-à-vis du personnage de Sakura Haruno. Masashi Kishimoto l'a déclaré lui-même, il ne savait pas comment faire pour développer des personnages féminins. C'est vrai, après tout, c'est tellement compliqué, elles ont leurs règles. Néanmoins, cette légère misogynie n'a pas empêché l'auteur de tout de même faire un développement correct sur le seul personnage dit principal féminin de la série. Sakura a eu un développement croissant, linéaire et logique. Chose qui n'a pas toujours été le cas pour certains personnages masculins. Je pense que pour rendre à César ce qui lui appartient, il serait temps de remettre la lumière sur ce personnage si maltraité par les fans. L'équipe 7, ensuite appelée équipe Kakashi, est composée de Naruto, fils du 4e Hokage considéré comme une légende, fils de Kushina Uzumaki, membre du clan Uzumaki qui est connu pour sa longévité et sa durabilité hors norme, hôte du démon Kyuubi et accessoirement réincarnation du fils de l'ermite Rikudo, Ashura Otsutsuki. L'équipe 7 est également composée de Sasuke Uchiwa, frère cadet de Itachi Uchiwa qui a décimé son clan, fils du chef du clan Uchiwa et réincarnation du second fils de l'ermite Rikudo, Indra. Suite à l'ellipse, l'équipe Kakashi accepta un nouveau membre, Sai, un ninja membre de la racine, une branche secrète de l'embout et qui a subi un entraînement juste inhumain dès sa plus tendre enfance. Et puis il y a Sakura Haruno, jeune fille voulant devenir kunoichi, fille de parents non ninja, et ça s'arrête là. Sakura, à la différence de ses camarades de sexe masculin, ne s'est vue dotée d'aucun attribut hors norme, et pourtant ça ne l'a pas empêchée de devenir, à l'heure actuelle dans l'œuvre, la kunoichi la plus puissante de Konoha. Oui, car même si dans la première partie Sakura est totalement laissée de côté, et présente un comportement de nunuche insupportable, fillette totalement étrangère à la dangerosité du monde ninja, il ne faut pas oublier que Sakura était dans les premières dans sa classe et a obtenu son diplôme avec brio. Elle a présenté lors de l'arc Zabuza une capacité d'adaptation et d'apprentissage très développée. Elle a été la première de son équipe à comprendre comment malaxer son chakra et maîtrise cet acte avec brio, à tel point que Kakashi, qui n'avait Dieu que pour Sasuke, reconnut la valeur de Sakura. Il est vrai que Sakura a réellement un comportement insupportable dans toute la première partie, mais il faut voir cela sous un autre angle. Elle représente la normalité. Le comportement de Sakura au début de la série est exactement le même que celui des jeunes ninjas dans la suite de l'œuvre Boruto Naruto Next Generation. Elle était totalement étrangère à la vie de ninja, elle n'avait pas de trauma comparé à ses deux camarades, elle n'était pas orpheline ni rejetée par les autres. Elle avait un tempérament d'une jeune fille de 12 ans classique qui ne pense qu'à être jolie pour son amoureux. Néanmoins, son évolution n'attendra pas la seconde partie de l'œuvre, puisque dès l'arc de l'examen de Chunin, donc suite au combat face à Aku et Zabuza, Sakura aura déjà énormément évolué. Lorsqu'elle se tranche les cheveux pour se libérer de l'emprise de l'ennemi, ce n'est pas seulement un acte pour s'échapper, mais c'est un acte plein de symboles. Cette rupture, ces cheveux coupés, sont tout simplement l'événement qui marquera le renouveau du personnage. Pendant de nombreuses décennies, la femme était jugée sur sa féminité par rapport à la longueur de ses cheveux. Sakura, en les coupant, met un point d'honneur pour rompre ce diktat. Elle met fin à la Sakura juvénile et fillette qui se regardait à 2 fois dans le miroir pour voir si elle était parfaite pour sortir. Ce jour-là est née une kunoichi. Même si ce déclic était une avancée énorme pour Sakura, elle était confrontée à un immense mur face à elle. Ce qui est intéressant, c'est que, tout comme les lecteurs, Sakura avait totalement conscience du fait qu'elle n'arriverait jamais à atteindre la même puissance que ses camarades. Elle avait totalement conscience qu'elle resterait en retrait. Sentiment qui sera également partagé par Kakashi lors de l'affrontement face à Kaguya. La scène où Sasuke quitte Konoha en la laissant derrière lui évanouie illustre parfaitement mes propos. Et pourtant, malgré ça, elle a réussi à se tenir debout aux côtés de Naruto et Sasuke face à Kaguya et participera finalement indirectement à son scellement. D'ailleurs, là encore, cette fameuse scène de la frappe à 3 sur Kaguya a une énorme signification. Certes, Naruto et Sasuke représentent les réincarnations des enfants de Kaguya, et donc on peut y voir un combat familial. Mais Sakura n'est pas là simplement pour faire joli, et a réellement un rôle et une signification. Elle représente tout simplement les ninjas classiques, ceux qui vivent sur Terre et qui ont reçu ce même pouvoir qu'est le chakra. Sakura représente la normalité et surtout est là pour partager cette morale qui est pour les autres ninjas et même les autres êtres humains qui ont contribué à cette guerre puis à cette paix. Naruto n'a pas tout fait tout seul même s'il représentait une puissance de frappe plus qu'impressionnante lors de la guerre. Mais avant cet épilogue, Sakura a eu énormément de moments à elle.
Certes, ils étaient bien moins impressionnants et courants que les actes de Naruto ou encore de Sasuke, mais après c'est pas comme si tous les deux étaient les héros de la série, hein. Néanmoins, ils sont bien significatifs. Tous seront présents dans la seconde partie de l'œuvre, en commençant par son premier arc, où Sakura mena un combat face à Sasori incroyable. Certes, certains arriveront à râler car il n'y a pas eu de technique farfelue en puissance, mais Sakura nous a montré une toute nouvelle facette d'elle, totalement imprévue, qui laissa bouche bée de nombreux lecteurs. Dans ce même arc, elle sera la seule capable de sauver Kankuro qui fut empoisonné. D'ailleurs, quand on y pense, cet arc met énormément en avant cette nouvelle Sakura qui nous est présentée, et cela décrit parfaitement son rôle pour la suite de la série. Elle sera un atout indispensable grâce à ses capacités en ninjutsu médical, pourra être une combattante redoutable et sera un élément clé lors de nombreuses situations. Nous pouvons rajouter à son tableau de compétences qu'elle est un radar à Sasuke. En effet, à de nombreuses reprises, c'est elle qui a réussi à recroiser son chemin tout au long de la série. Lors de la 4ème Grande Guerre, encore une fois, Sakura a été indispensable. C'est grâce à elle que les Zetsu blancs ont été démasqués lors de leur tentative d'intrusion. Sakura aura encore une fois par la suite énormément d'importance puisqu'elle deviendra, et l'est toujours à l'heure actuelle, la kunoichi la plus expérimentée de Konoha en termes de médecine ninja, et également en termes de puissance. Elle a d'ailleurs été très valorisée dans l'arc des Shinichiwa dans la série Boruto, où nous la voyons mener un combat dantesque face à l'ennemi. Bon, tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement léger par rapport aux actes de Naruto ou encore Sasuke, mais venant d'un auteur qui est incapable de développer un personnage féminin correctement, pouvions-nous en attendre plus finalement ? Parce qu'aucune autre kunoichi s'est vue offrir un tel développement. Tsunade reste simplement la petite fille du premier et celle qui a créé le ninjutsu médical. Ino est celle qui a un pouvoir de transposition et qui est fleuriste. Hinata est la princesse qui n'aime pas se battre dans son clan. Tenten, la trafiquante d'armes, et Temari, celle qui vient squatter à Konoha pour les beaux yeux de Shikamaru. C'est triste, mais c'est comme ça, et actuellement, au vu du fait que Kishimoto a récupéré les rênes du scénario de Boruto, on peut être sûr que Sarada sera rangée dans la même case que toutes les autres ninjas féminins, aux oubliettes à cause d'une incapacité de développement. Je ne peux m'empêcher de penser que cette excuse est totalement bidon, parce que si l'on reprend par exemple le personnage d'Aku, qui a donc une apparence très androgyne, très féminine, on croit littéralement que c'est une fille au début du manga. Qu'est-ce que ça aurait changé au scénario si nous enlèverions cette scène où il dit à Naruto que c'est un garçon? Absolument rien. Enfin bref, ça encore, c'est un tout autre sujet. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le sujet vous aura plu, vous aura fait réfléchir ou même n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question par commentaire. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Tchuss!